Eh bien, bienvenue dans The Big Shift, Théodore. Non, mais tu peux prendre ton dos, il n'y a pas de souci. On est... je t'ai mis le point de démarrage direct. Sur le toast, là. Ouais. C'est bon, t'as bu ? Ouais. On est à l'aise. On est hyper décontracté. Tranquille. Bienvenue dans The Big Shift, et puis bienvenue à vous tous aussi. On continue une série de 3 épisodes. J'ai décidé a posteriori que c'était une série de 3 épisodes parce que quand j'avais préparé l'épisode, j'avais pas forcément décidé que ça le serait. Mais on a enregistré avec Amélie Deloffre de Parlons Climat il y a quelques semaines, et puis avec Mélusine Bounfalher ce matin de comment est-ce qu'on parle de la transition écologique, donc avec Amélie sur les différentes familles de valeurs, quel est le discours qui est le mieux adapté en fonction des différentes familles de valeurs, qui sont pas forcément riches, pauvres, jeunes, vieux, etc., ou droite-gauche, mais qui sont plutôt des familles en fonction de valeurs profondes, qui était super intéressant. Avec Mélusine ce matin, on a parlé des freins psychologiques, donc là en allant beaucoup plus dans le psycho et dans ce qui peut être un biais cognitif, ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde autour de soi ne fait aucun effort alors que soi-même on en fait, ce qui fait aussi qu'on a l'impression qu'on est meilleur que la moyenne ou qu'on a une empreinte carbone qui est plus limitée que les voisins alors qu'en fait on a pris 3 fois l'avion dans l'année mais qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'on prend quand même moins l'avion que Taylor Swift et son jet privé. Et donc tous ces biais-là, on a essayé de les aborder et de voir pourquoi est-ce qu'on avait l'impression qu'on faisait notre part alors que pas forcément. Et donc là, on continue avec Théodore Talent. L'idée de cet épisode, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut créer une adaptabilité, une acceptabilité à cette transition écologique, quels sont les co-bénéfices qu'on peut vendre quand on vend cette transition. Et pour ça, je suis avec Théodore Talent et je veux bien que tu te présentes pour que les auditeurs comprennent pourquoi est-ce que c'est toi qu'on a choisi pour discuter de ce sujet. Déjà, je te remercie pour l'invitation. Donc, effectivement, je m'appelle Théodore. Je suis actuellement un jeune chercheur en doctorat à Sciences Po à Paris. Je suis aussi affilié à un centre de recherche de l'université de Cambridge qui travaille sur la gouvernance des problématiques environnementales. Et dans le cadre de ma thèse, je travaille sur effectivement ce qu'on appelle l'acceptabilité de la transition écologique, encore que c'est un terme qui est beaucoup discuté. Parce que l'acceptabilité donne parfois l'impression qu'on imposerait des choses aux citoyens qu'ils auraient juste besoin d'accepter ou de refuser. Mais j'utilise quand même ce terme d'acceptabilité parce que c'est quand même souvent comme ça qu'on organise le débat public. Et du coup, j'essaie notamment de comprendre quels sont les freins au soutien à l'égard des politiques climatiques au sein de la population, notamment en me concentrant sur les populations plutôt vivant en dehors des grands centres urbains. Mais la question, c'est de comprendre pourquoi ça bloque et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de donner envie aux gens d'y croire. C'est quoi ton parcours ? Pourquoi est-ce que tu as décidé de bosser là-dessus ? Alors j'ai un parcours, au début moi je pensais travailler dans les affaires publiques, dans les institutions publiques, donc j'avais fait Sciences Po pendant 5 ans, la licence, le master, et je me suis dit très bien, je travaille dans des institutions européennes, ou alors l'administration publique, pourquoi pas dans des think tanks, et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que la problématique environnementale me passionnant, je me suis dit quels sont les moyens d'avoir de l'impact. Et c'est pas forcément naturel de penser que c'est la recherche qui permet d'avoir de l'impact, parce que parfois on s'imagine qu'avec la recherche, en fait, on est dans son laboratoire, on parle à personne, on reste dans notre petit coin, et on vit juste entre nos pairs. Et en fait, je me suis rendu compte au moment de mon 2e master à l'université de Cambridge sur les problématiques environnementales, qu'en fait, on pouvait être un chercheur et faire plein de choses, travailler avec d'institutions, avoir l'oreille attentive de la part de médias, de personnalités politiques. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'en fait, il fallait faire une thèse sur ces questions absolument fondamentales qui sont probablement, et je dis pas ça parce que c'est mon sujet, je suis assez convaincu que c'est le sujet numéro 1, parce que les solutions techniques, entre guillemets, on les a, les solutions énergétiques, on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est comment on va vendre ça à la population, de manière à ce que on laisse personne sur le bord de la route, et que à peu près tout le monde, pas tout le monde, mais une majorité des gens aient envie de nous suivre. Donc je me suis dit, faisons de la recherche, essayons de trouver des réponses. Comment est-ce que ça s'articule ? Parce que quand on dit recherche, on a tendance à penser peut-être de la recherche un peu plus scientifique, un peu très... mathématiques, très physiques, surtout sur des sujets de transition écologique. Comment est-ce qu'elle s'articule ta recherche, toi qu'est-ce que tu fais au quotidien ? C'est une science, donc c'est ça qui est rassurant. Donc en fait, on a une vraie démarche scientifique, donc même si on n'est pas des scientifiques durs, c'est toujours plus dur parce qu'on travaille avec la société et donc des humains. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que de travailler juste avec des chiffres, avec des molécules ou des particules. Mais en fait, comment ça s'articule ? C'est que j'essaie pas juste de comprendre comment quelques personnes perçoivent les choses. Et j'ai un protocole assez, rigoureux, où j'essaie notamment d'abord d'analyser des sondages. Donc je prends des études d'opinion en France, en Europe, et j'essaie de comprendre avec des analyses statistiques, rigoureuses, qu'est-ce qui peuvent être les différentes variables qui impactent la façon dont on perçoit les politiques climatiques, la transition écologique ou la question environnementale. Je fais ça en analysant différentes variables, notamment la variable en fonction d'où on vit. Est-ce que le fait de vivre quelque part a un pouvoir statistique important, en gros, pour être simple ? Est-ce que quand je vis quelque part,
je suis particulièrement plus enclin à être pour ou contre que si je vis quelque part d'autre. Et ensuite, je fais la majorité de mon temps, je le passe à faire des entretiens avec des gens sur le terrain. Donc en fait, je décide de me concentrer sur certaines régions et je pars sur le terrain et j'organise des rendez-vous d'1 heure, 2 heures, dans des entretiens avec des gens en one-to-one. On est parfois à 2, mais sinon, normalement, c'est juste une seule personne et moi-même, chez eux, dans leur cuisine, dans leur salle à manger. Et on parle pendant 1 heure ou 2 heures. J'ai un protocole, j'ai des questions que j'ai envie de poser, des sujets que j'ai envie d'aborder, mais je ne le fais pas comme un journaliste. C'est-à-dire que je reste vraiment en retrait, je leur pose des questions ouvertes et je laisse les gens me dire ce qu'ils ont envie de me dire en créant une ambiance de confiance, parce que tout ce qu'on dit, c'est anonyme, c'est de la recherche. Donc du coup, les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent. Moi, j'utiliserai juste ce qu'ils me disent, mais je ne les mentionnerai jamais. Donc ils sont en confiance et ça permet d'avoir une discussion que peu de personnes peuvent avoir finalement. Ouais. Parce que les personnalités politiques, quand elles parlent avec des citoyens, elles pensent toujours qu'elles parlent avec des citoyens, mais enfin, les citoyens ils sont en train de parler à une personnalité politique. Moi, ils me parlent en tant que chercheur et du coup, j'ai déjà fait une 40aine d'entretiens avec des gens dans des zones territoriales différentes et on discute. Comment est-ce que tu fais du coup pour aller chercher? Tu toques aux portes? Non, C'est alors- qui les personnes que tu vas voir? Eh ben, ça a été une vraie question parce que c'est quand même toujours compliqué de trouver des personnes avec qui parler, Ouais. notamment quand on est un chercheur urbain qui va dans des zones parfois rurales. Il faut gagner la confiance des gens avec qui on parle. Moi, je suis pas là pour juger les gens, je suis pas là pour leur appliquer mes modèles de pensée, mais j'ai besoin qu'ils me parlent. Et la technique que j'utilise, c'est ce qu'utilisent la majorité des chercheurs qui vont justement dans les territoires, qui est d'essayer de trouver des relais de confiance, des points d'entrée dans les territoires. Donc typiquement, là, je suis passé pas mal de temps en Alsace et en Lorraine. Donc j'ai essayé de voir autour de moi toutes les personnes que je connaissais qui avaient des vagues origines d'Alsace ou de Lorraine, peut-être qui étudient maintenant en France, qui étudient à Paris, qui travaillent à Paris, qui vivaient peut-être là-bas. Et du coup, j'essaie de leur demander, est-ce que vous avez des contacts dans votre région? Et j'utilise tellement de personnes différentes que je me retrouve à avoir finalement des réseaux assez divers dans des territoires très différents. Et à partir de là, je commence et je contacte des personnes avec des profils un peu différents. Parce que l'idée, c'est pas que de parler des CSP+, des CSP-, des classes moyennes. L'idée, c'est d'avoir une représentation pas parfaite, mais voilà, une diversité dans les profils. Et du coup, je contacte les gens. Et je leur dis, je suis un ami de telle personne, ou je suis très proche de cette personne. Elle m'a dit, je pouvais vous contacter. Et souvent, les gens, puisque je suis recommandé, ils acceptent de me parler. Ouais. Et c'est assez fabuleux parce que du coup, ils ont confiance en moi, entre guillemets. Et on se pose pendant 1 heure ou 2. Souvent, je vais chez eux parce que c'est quand même plus pratique. Donc, ça m'implique, il faut que je me déplace, du coup. Et ça fait des discussions très intéressantes. Ok, trop cool. Mais est-ce que t'as pas plus de mal à parler avec des gens? Déjà, quand tu disais pour ou contre, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, est-ce que c'est pour ou contre des actions ou des politiques climatiques, ou est-ce que c'est pour ou contre, ou oui ou non sur déjà, est-ce que c'est des gens qui sont convaincus ou qui ont accepté le dérèglement climatique, ou qui sont encore je sais pas, dénialistes, j'en sais rien, ou dans quelle phase d'acceptation ils sont? Quand on dit pour ou contre, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que du coup, tu n'as pas plus de gens qui sont enclins à parler avec toi quand tu leur dis on a envie de parler écologie, climat, des gens qui sont déjà convaincus? Ça, c'est toujours la difficulté quand on Ouais. sélectionne les gens. C'est pour ça que j'essaie d'en parler avec un maximum. Et c'est pour ça, surtout, quand je demande aux gens, je leur dis pas vraiment de quoi on va parler. Je leur Ok. mens pas. Mais je leur dis, voilà, souvent, j'utilise justement ces relais de confiance qui lui disent, et je leur dis toujours à mes relais de confiance, s'il te plaît, est-ce que tu peux contacter la personne en disant que ça aiderait très grandement mon travail si elle acceptait et qu'on va parler de sujets environnementaux, par exemple. Et du coup, souvent, les gens, ils acceptent parce qu'ils veulent rendre un service. Ouais. Et donc, du coup, ils se disent, bon, pourquoi pas? Si jamais on me demande, pourquoi pas? Et en fait, finalement, moi aussi, je pensais qu'il y avait que les écolos qui allaient vouloir accepter, qui allaient accepter. Et en fait, la majorité des gens que j'ai vus, c'est pas des gens particulièrement écolos, j'aimerais dire être écolo, mais ils se revendiquent pas comme étant écolos. Ouais. C'est des gens qui sont gentils. Et donc, ils ont juste accepté de rendre service. Et du coup, ils se sont dit, je sais pas pourquoi vous êtes là chez moi. Ils me disent tout ça à chaque fois, mais il paraît que ça vous rend service, donc je sais pas comment vous aider. Et justement, c'est des gens qui, juste, effectivement, ils acceptent de me parler. Et souvent, j'ai des discussions très intéressantes. Les climato-sceptiques ou dénialistes, c'est assez rare quand même, parce que les gens qui me disent cash, ça n'existe pas, bon, il y en a dans la société, mais c'est vrai que c'est peut-être pas ces gens qui acceptent, et c'est quand même relativement rare de le dire les yeux dans les yeux. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui sont quand je leur parle d'environnement, ils me disent oui, c'est très important l'environnement, moi je suis très attaché à la nature autour de moi, par exemple, très attaché à mon paysage, etc. Je leur parle de ce qu'ils font au quotidien, ils me disent souvent, moi je ne fais rien au quotidien de spécial pour l'environnement, ou alors, ah oui, ça m'arrive de trier. Et souvent j'ai une liste avec moi, donc je viens, j'ai un petit document, et je leur dis, j'ai une liste de 20 actions qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous faites? C'est intéressant parfois de voir les gens qui reconnaissent que ça, ils ne le font pas du tout. Ils disent, oh là là, vous avez raison, je ne le fais pas du tout. Ou alors ils font, ah mais ça je le fais, ça je le fais, ça je le fais aussi. Donc c'est intéressant de voir comment les gens ils se rendent compte de ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Et ensuite j'ai la même chose avec des politiques publiques. En disant, qu'est-ce que vous pensez de ces politiques-là? La taxe carbone, interdire les transports aériens, etc. Donc j'ai différents types de politiques que j'utilise pas pour avoir un pour ou contre. Je leur dis, voilà une liste, réagissez à ce dont vous voulez parler, dites-moi juste ce que vous en pensez.
Et c'est justement, ça m'empêche d'avoir le principal problème des sondages, c'est toujours la même question, c'est est-ce que vous trouvez ça acceptable ou pas acceptable? Ouais. Mais la taxe carbone, c'est pas acceptable ou pas acceptable. La taxe carbone, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on a des gens qui pourraient arriver à la même conclusion qui est pas vraiment acceptable, mais qui vont arriver par des chemins assez différents. En disant, moi, je peux pas parce que juste, je gagne 1500 euros par mois et je dois utiliser ma voiture 50 km par jour. Impossible. Et il y en a d'autres qui vont me dire qu'ils sont contre, mais ils vont me dire, les taxes, toujours les taxes. C'est l'État qui veut nous prendre notre argent. Ou encore une troisième personne qui me dirait, c'est pas à moi de contribuer, c'est à d'autres. Vous voyez, là, c'est 3 arguments différents pour arriver à la même réponse. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de parler avec eux de plein de sujets et de voir comment ils construisent un discours de justification souvent pour expliquer qu'ils sont probablement pour ou contre. Ce qui est le problème fondamental de la démocratie, qui est toujours poser la question en oui-non ou en pour-contre, en d'accord, pas d'accord. Le problème des sondages, en fait, comme la démocratie se base sur les sondages, on leur pose souvent la question de qu'est-ce que vous pensez de ça, c'est oui ou non, est-ce que vous voulez voter pour cette personne, c'est oui ou non, et on déduit des conclusions. En fait, après, c'est compliqué aussi de mesurer ce que pensent vraiment les gens. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait même considérer qu'on ne mesure pas vraiment ce qu'ils pensent. On mesure ce que 1000 personnes pensent à travers un sondage qui est posé en ligne sur un ordinateur. Ça reste des pratiques très développées même dans la recherche, parce que c'est, entre guillemets, rigoureux. C'est un panel représentatif de personnes qui nous répondent avec on a leur profil socio-démographique, on peut faire des analyses statistiques. Moi, je trouve que c'est intéressant, mais aller poser la question aux gens de qu'est-ce que vous en pensez, en question ouverte, et en fait, il y a beaucoup de gens, ça peut paraître étonnant, mais beaucoup de gens qui, à la fin de l'entretien, me remercient parce qu'ils ont dit, au début de l'entretien, je me demandais pourquoi j'étais là, je me disais juste, tu fais ça parce que t'es gentil, t'es toujours la bonne poire, tu veux toujours être sympa, qui en fait, à la fin, se disent, en fait, déjà, j'avais jamais pensé vraiment à ces questions en détail, et surtout, on m'a jamais vraiment demandé mon avis. Donc, je suis pas démago en disant ça, mais c'est juste intéressant parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent jamais trop s'exprimer, ils en parlent pas forcément avec leurs amis ou leurs voisins, et du coup, là, c'est un moment assez utile, je pense. Donc, en plus, d'un point de vue démocratique, c'est assez utile. Moi, je peux pas en faire grand-chose directement parce que je suis pas une personnalité politique, mais c'est intéressant de voir que ça provoque des émotions chez les gens de pouvoir s'exprimer. Et je pense que nous, on a l'habitude de faire ça parce qu'on fait des émissions via nos différents jobs, et c'est vrai qu'avoir cette possibilité-là, je trouve que c'est assez utile. Trop bien. Quels sont du coup là, alors l'idée de cet épisode, c'était de pouvoir repasser sur les différents co-bénéfices qu'on peut donner, parce qu'on parle souvent de transition écologique comme d'une un peu une récession, comme d'une perte de privilèges, comme d'une perte de liberté, comme un carcan qui se pose sur nous parce qu'on ne peut plus faire comme avant. Donc je pense que ça joue aussi dans le côté non acceptable de la transition. Donc l'idée, c'était aussi de sortir de ça et de se dire, ok, c'est quoi les vrais co-bénéfices qui permettent de vendre une transition qui ne soit pas juste une transition de jachère et on arrête le monde comme avant et on essaie de se limiter dans tout ce qu'on fait pour pouvoir survivre. Mais voilà, quelles sont les choses qui peuvent vraiment nous rendre plus heureux d'être dans un monde qui a fait une transition écologique propre? Il y en a, en fait, ce qui est intéressant avec la question des co-bénéfices, c'est, comme tu l'as très bien résumé, c'est pourquoi on a besoin de parler des co-bénéfices, c'est parce qu'on a la sensation qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, ou alors on a la sensation que les coûts vont être supérieurs aux bénéfices. Poser la question des bénéfices implique d'abord de discuter la question des coûts, je pense, et effectivement, ce qui est vrai avec la transition écologique, c'est qu'il y a des coûts objectifs, entre guillemets, qu'on a réussi à quantifier. On sait que certains aspects de la transition écologique peuvent créer des coûts économiques pour des personnes, en fonction de leur emploi, classe sociale, plutôt des personnes de classe moyenne inférieure. D'ailleurs, on dit souvent les classes populaires, mais il y a des nouveaux travaux qui montrent que c'est notamment les classes moyennes inférieures qui sont particulièrement heurtées par ces questions-là parce qu'elles n'ont pas forcément de protection sociale comme peuvent avoir parfois les classes populaires vis-à-vis de ces problématiques-là, mais qu'elles sont dans des emplois très menacés. Donc typiquement, on sait qu'elles vont subir des coûts. C'est possible. On sait que les personnes aussi, en fonction d'où elles vivent, vont subir des coûts. On sait que si on met une taxe carbone, si on met en place des zones à faible émission, si on essaie de changer le parc automobile, on oblige la rénovation énergétique, on sait qu'il y a des personnes qui vont vivre dans certains territoires, ruraux par exemple, dans mon cas, où on est plus loin, on a plus de distance, on a des maisons plus grandes et moins bien isolées, on sait que ça va coûter cher. Et ça, les gens, ils en ont conscience. Mais comme tu l'as très bien dit, il y a aussi des sortes de coûts qui ne sont pas des coûts économiques ou financiers, mais qui sont des coûts comportementaux, en gros, on va m'empêcher de me déplacer, on va me réduire mes libertés, on va me réduire ma capacité à voyager, par exemple, à consommer comme j'ai envie. Donc tout ça, c'est partiellement vrai. Et la question des co-bénéfices, là où elle est intéressante, c'est que, je dirais, il y a deux types de co-bénéfices. Il y a les co-bénéfices de la transition écologique qui sont naturels, entre guillemets, c'est-à-dire ceux dont on sait qu'ils vont advenir. Donc on sait, peu importe ces coûts, on sait que si on réalise la transition écologique, entre guillemets, il y a plusieurs transitions. Mais si on y arrive, on sait que la santé humaine va s'améliorer. On sait qu'on va vivre avec moins de pesticides, on sait qu'on va vivre avec moins de pollution de l'air, on sait qu'on va vivre avec moins de... Sur nos meubles, par exemple, il y a toujours des petits produits chimiques. Donc on sait que la transition écologique, c'est aussi ça, c'est pas que le climat. Et donc on sait qu'il y a énormément de choses qui vont s'améliorer pour notre santé. On sait aussi que c'est très probable qu'on vive avec moins de bruit, par exemple.
Donc il y a des bénéfices, entre guillemets, c'est peut-être un peu simple de qualifier comme tel, mais qui sont naturels, qui vont advenir. La difficulté des co-bénéfices, c'est qu'il y a beaucoup de co-bénéfices qui sont à construire. Et ils sont à construire en écho à ces coûts. Et je pense que c'est là où ça bloque pas mal. C'est non seulement, bien sûr, communiquer sur les co-bénéfices naturels, et on ne le fait pas assez, dire en fait, il y a des gens, faut que les gens comprennent qu'il y a plein de choses qui vont arriver, on sait qu'elles vont advenir. Et c'est super. Donc il faut juste le faire parce que ça va être c'est des préoccupations pour les gens. Mais après, il faut montrer comment on va construire ces autres co-bénéfices. En gros, mettre des éoliennes en tant que telles, c'est bien pour la transition énergétique et donc les émissions de carbone. On sait très bien, c'est important parce que ça répond à une menace existentielle. Mais il y a les autres co-bénéfices, par exemple en termes de création d'emplois, les co-bénéfices en termes de souveraineté, où est-ce qu'on produit les panneaux solaires ou les énergies ou les éoliennes, et ben ça, c'est les co-bénéfices qui sont à construire, entre guillemets. Et donc je dirais, on peut en revenir dans le détail, mais je pense qu'il y a vraiment un travail aussi sur se dire, pour vendre la sauce, entre guillemets, il faut expliquer aux gens que en fait, les éoliennes, on ne fait pas juste ça pour le climat. On fait ça aussi parce que si jamais on le fait bien, en fait, ça va créer de l'emploi. Ça va assurer la sécurité énergétique parce que du coup, on ne sera pas dépendant d'éoliennes produites en Chine ou alors de pétrole qui viendra d'Arabie Saoudite ou de Russie. Et que ça va créer la dépendance aussi d'un point de vue territorial. Parce que qui dit construire des éoliennes dit que ça peut être bénéfique à la communauté locale. Et donc, je pense qu'il y a toutes ces réflexions qu'il faut qu'on ait sur les différents aspects de la transition écologique. Mais ça, c'est les réflexions qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est une question, en fait, la question de la réflexion et du discours, à mon avis, peut-être deux choses différentes. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à ces sujets-là. Je pense qu'il y a des gens qui essaient d'en parler. Mais quand on écoute le discours politique actuel, je trouve qu'il est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il est particulièrement bon sur certains aspects de la transition écologique. Je pense qu'on a vu depuis un an ou deux sur la question de la réindustrialisation. Je pense que là, typiquement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une voix assez unanime en voix de la classe politique en disant la réindustrialisation, c'est écologique, c'est bon pour la souveraineté et c'est bon pour l'emploi. Donc ça, c'est agréable de le voir parce que je pense que les gens commencent à de plus en plus peut-être à se dire, ok, en fait, c'est vrai que les batteries électriques, ça va créer 10 000 emplois dans la veille de la batterie à Dunkerque. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a d'autres types de co-bénéfices qui ne sont pas toujours évidents. Si je reprends encore une fois le cas de l'énergie renouvelable, je pense que bien que les gens peuvent entendre que oui, on sera plus dépendant du pétrole, il y a quand même plein de personnes qui sont conscientes que les énergies renouvelables, il faut quand même qu'elles soient produites quelque part. Elles ne sont pas trop produites chez nous pour l'instant, ou qu'elles sont produites avec des minerais. Bon voilà, donc du coup, il y a quand même aussi des questions auxquelles il faut répondre. Et sur la question du local, en fait, la difficulté, encore une fois, c'est qu'il y a une différence entre poser des éoliennes à côté d'un village en disant, en fait, c'est les centres urbains qui ont besoin de l'énergie en consommation et que vous allez produire. Donc, ça crée une sorte de périphérisation des territoires qui sont parfois déjà périphériques. Ouais. Donc, en gros, ils produisent l'énergie qu'on consomme. Ils n'ont pas forcément énormément de bénéfices. Ou alors, on fait un autre système où on dit, mais en fait, c'est vous qui allez posséder les éoliennes, c'est vous qui allez en tirer la majorité des bénéfices. Ça ne va pas être des entreprises privées, etc. Ce qui, en France, est en train d'émerger, mais qui émerge beaucoup moins qu'en Allemagne, par exemple. La question de comment on partage les bénéfices des énergies renouvelables. Et ça paraît un peu simple comme exemple, mais en fait, je pense que moi, quand je fais mes entretiens, je me rends compte souvent que les gens, ils se disent, c'est pas que je suis contre les énergies renouvelables, mais c'est qu'en fait, on n'y gagne pas grand-chose. Ils y gagnent quand même quelque chose. En France, il y a des systèmes qui font qu'il y a 10-20% des bénéfices des éoliennes qui reviennent à la communauté locale, mais dans d'autres pays européens, c'est 50%, 60%, 70%. Et donc, du coup, forcément, quand on est en Allemagne, et qu'on sait que quand c'est notre village qui va posséder les éoliennes, que c'est pas l'entreprise privée et qu'on va gagner 100 000, 200 000, 300 000 euros de plus de budget pour pouvoir rénover l'école et rénover la rue, là on commence à se dire peut-être qu'en fait il y a une dégradation du paysage, mais là il y a des bénéfices. Et donc je pense que, je prends l'exemple des éoliennes parce que c'est un exemple qui choque beaucoup en fait les gens, mais on peut reprendre les mêmes exemples pour la voiture. Ce qui est compliqué avec la voiture typiquement, c'est la question de les centres urbains sont pollués, les zones rurales moins polluées, or c'est davantage parfois les voitures des périurbains qui viennent polluer les centres urbains. Donc là, effectivement, on pourrait se dire c'est compliqué de vendre à tout le monde la sauce. Je pense que dans les centres urbains, on le voit d'ailleurs dans les années de sondage, on est de plus en plus prêt à accepter les changements de la mobilité. Parce qu'on comprend bien quand même que c'est un peu embêtant de vivre avec autant de pollution. Et maintenant, il faut qu'on essaie d'expliquer en quoi la mobilité, ça peut aussi amener des bénéfices dans les zones rurales. Et peut-être que nous, le bénéfice, il sera notamment en termes sanitaires. Et peut-être que pour les zones rurales, périurbaines, ce sera un bénéfice en termes économiques. Parce qu'on voit très bien, et moi je le vois dans mes entretiens, c'est toujours très intéressant sur la voiture. Les gens qui n'ont pas de voiture électrique me disent toujours « Ouh là là, ça coûte très cher. Et de toute façon, l'électricité, ça coûte super cher. » Et en fait, effectivement, la voiture électrique coûte très cher. C'est pour ça que je parlais de bénéfices à construire. Si jamais on arrive à subventionner la voiture électrique suffisamment pour que ce soit accessible, une fois que les gens ils auront accès à la voiture électrique, ça va faire significativement baisser leur facture énergétique dans l'électricité qu'ils mettent dans leur voiture. Et donc du coup, c'est pour ça, c'est un bénéfice entre guillemets naturel qui fait qu'à la consommation, ça coûte moins cher une voiture électrique qu'une voiture à essence. Par contre, il faut construire le bénéfice en donnant accès aux gens à cette nouvelle technologie relativement propre. Et donc, c'est juste deux exemples, je pense, pour montrer qu'il y a des bénéfices qui peuvent advenir, mais il va falloir un petit effort des politiques publiques.
Donc là, en fait, c'est juste le discours qui manque là-dessus. Bah, je pense que c'est à la fois le discours et les mécanismes. C'est-à-dire qu'il y a une question très concrète, il y a quand même des mécanismes à mettre en place. C'est-à-dire que compliqué d'aller, même si on a un très bon discours, c'est compliqué d'aller vendre le bénéfice de la voiture électrique quand on a des voitures qui coûtent 40 000 euros. Donc à un moment, il faut mettre en place des mécanismes, donc des politiques publiques, pour faire baisser le coût des voitures, pour que les gens aient accès à cette voiture électrique dont on parle tant et qui pourra amener des bénéfices. De la même manière, l'éolien, pour l'instant, il y a trop de projets qui viennent d'en haut. Donc c'est pas démago ce que je dis, c'est que c'est vrai qu'en France, ça vient souvent plutôt de là-haut. Et donc du coup, même si jamais ça, à terme ça pourrait apporter de l'argent, il faut qu'on change pour faciliter l'appropriation locale de ces projets. Et moi, j'ai rencontré un maire d'un village en Alsace qui s'appelle Ungersheim. Le village, c'est une des villes en transition, ville et villages en transition. C'est un collectif, en gros, en Europe et dans le monde, de villes et villages en transition. Et le maire, il a décidé que ça parte de lui-même. Donc, c'est lui qui a lancé les projets de panneaux solaires, de centrales géothermiques ou de biogaz, d'agriculture bio, etc. Du coup, lui, il a lancé les projets. Au début, forcément, les gens ils se disaient mais pourquoi on fait tout ça Et en fait, c'est devenu un territoire fabuleux parce que c'est un territoire qui est indépendant énergétiquement. C'est-à-dire qu'il produit l'équivalent de ce qu'il consomme. Il a des produits de meilleure qualité. Du coup, les enfants, ils mangent tous bio à l'école. Ça a créé de l'emploi local parce que du coup, c'est les gens de la cantine de ce village qui créent les menus des villages à côté parce que tout le monde a envie de profiter de ces super légumes bio et de saison. Donc, il a pu investir dans une zone d'activité grâce à l'énergie qu'il a pu produire avec des panneaux solaires qui du coup reviennent à la communauté. Du coup, c'est un exemple concret pour montrer que si ça vient du local, on est beaucoup plus à même de vendre un peu ses bénéfices aux citoyens. Mais du coup, parfois, il y a aussi des problématiques de mécanismes. Du coup, les mécanismes, il faut les changer par certains aspects. Et après, effectivement, le discours, je pense qu'il ne faut pas être avare de compliments avec la transition écologique. Je pense que, là, je parle d'économie, mais je m'étais noté, la santé publique, c'est évident. La qualité de vie en zone urbaine, c'est aussi fondamental. On est quand même une société qui est majoritairement urbanisée. Donc, il faut quand même vendre le fait que la transition énergétique et écologique, c'est non seulement une meilleure qualité de l'air, c'est aussi moins de stress. J'avais vu une étude très intéressante à Toronto qui avait montré qu'en augmentant la qualité, en augmentant juste l'accès à des espaces verts, ce qui, soit dit en passant, est bon pour la qualité de l'air, ça avait aussi augmenté le sentiment de bonheur dans la vie des gens et baissé le sentiment d'anxiété. Donc on peut augmenter le bien-être dans les zones urbaines, créer des emplois, je l'ai dit, réduire les dépenses énergétiques, parce que pareil, les énergies renouvelables, c'est aussi la promesse d'énergie moins chère qu'avec le fossile dont on voit bien qu'il est en dents de scie, mais plutôt en augmentation en termes de prix. Après, j'en étais plein d'autres choses, mais même des bénéfices sont même pour la nation, entre guillemets. C'est un peu bizarre de parler de nation, mais je pense que les gens aussi s'identifient à leur nation. Ça peut aussi être l'Union européenne d'ailleurs. Mais il y a des bénéfices qui arrivent de toutes parts, en gros, pour les individus, pour notre porte-monnaie, pour notre santé, pour notre bien-être, pour la projection dans l'avenir, mais aussi des bénéfices pour la nation, la cohésion sociale. La transition écologique, elle peut créer des grands projets qui réunissent les gens. Elle peut créer, dans un village, typiquement, un projet d'énergie renouvelable. C'est pas les riches. Ça peut être toute la communauté qui en profite. Et moi, j'ai vu des gens, justement, ils ont investi 200 euros dans un projet collectif, par exemple. Mais du coup, ils en ont des bénéfices. Quand même, cohésion sociale pour le groupe, ça peut être bénéfique. D'indépendance énergétique au niveau de l'Union européenne, par exemple, pareil, c'est des grands... ça paraît être un peu distant des gens, mais les gens ils s'identifient aussi à ces grandes problématiques d'attraction industrielle, d'attraction économique ou même de leadership international. On commence à comprendre que pour un pays, être à la pointe de la transition écologique, c'est un peu plus attractif qu'être le dernier de cordée. Et donc, du coup, si on voit le gouvernement en essayant d'en faire des caisses sur la transition écologique, c'est parce que en termes de leadership pour la nation en tant que telle, c'est attirant d'être à la pointe. Et du coup, je pense qu'il y a aussi, je parlais des bénéfices naturels à construire, mais il y a aussi cette dialectique entre les bénéfices individuels qu'on peut voir au quotidien et des bénéfices pour notre collectif, ça peut être notre territoire, ça peut être notre nation, ça peut être l'Union européenne. Et voilà. C'est hyper intéressant et c'est vrai que quand je préparais cet épisode, moi je me disais beaucoup, un bénéfice, c'est quelque chose que je tire moi à titre individuel de ce que le collectif fait ou de ce que moi je fais personnellement, donc c'est-à-dire ma santé, mon porte-monnaie, mon bien-être, donc c'est-à-dire j'en sais rien, une rénovation énergétique égale je vis mieux chez moi, j'ai moins besoin de chauffer, donc effectivement un peu tous ces trucs-là. Mais je voyais pas du tout le côté collectif, alors je voyais un peu le côté emploi. Sur, oui, on crée des nouvelles filières, on parle beaucoup de la nouvelle mobilité avec de la création de filières industrielles, sur de la création de véhicules intermédiaires, des vélos, de la location, de la servicialisation de l'économie, tous ces trucs-là qui peuvent créer vraiment quelque chose de très, très nouveau et donc des dizaines de milliers d'emplois. Mais je voyais pas trop même le fait que ça peut avoir un intérêt à un niveau national d'avoir juste cette aura, tu vois. Je trouve ça hyper fort. Il y avait des travaux qui avaient montré justement que le Danemark, typiquement, ils ont commencé très tôt la transition écologique, donc c'est pas pour dire que c'est un pays qui est parfait sur ces questions-là, mais ils ont commencé très tôt et donc ils ont eu des délégations de gens du monde entier, ils ont organisé des congrès, des gens qui sont allés dans le pays pour un peu voir ce qui se passait. Et donc en fait,
Ça se passe aussi au niveau local. Hein. Je parlais du village d'Ungersheim, ils reçoivent des délégations de gens, des Péruviens, des Slovènes. Enfin, c'est assez incroyable, des gens du monde entier qui viennent les voir. Mais du coup, à l'échelle d'un pays, ça peut attirer à créer ce leadership. Et d'ailleurs, l'Union européenne, quand ils créent cette European Green Deal, donc le pacte vert, l'idée, c'est aussi de montrer, en fait, ils le disent tout le temps, on sera le premier continent neutre en carbone. Donc, il y a quand même une question de leadership qui après se traduit en investissement et donc en emploi vert et donc à la fin en bénéfice. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, valoriser ce leadership, c'est ça aussi qui va attirer les gens du monde entier, qui va attirer les curieux. Et après, ça peut faire de l'investissement. Ouais. Et l'investissement, ça retombe toujours sur les gens à la fin de la fin. La seule problématique de l'investissement, et ça permet de rebondir du coup sur la question des co-bénéfices à construire, qui est que on a bien conscience que la transition écologique va créer des filières industrielles. On a bien conscience que ça va créer des emplois. Je crois que c'est des dizaines de millions d'emplois en termes de ratio positif. De millions. Des dizaines de millions d'emplois qui vont être créés à l'échelle mondiale je crois, d'ici 2040, quelque chose comme ça. Donc, c'est intéressant parce que ça fait quand même... C'est un ratio positif. Hein, donc, ça veut dire que on va en perdre des emplois. On le sait. On sait qu'il y a des emplois qui vont devoir disparaître. Et ça, les gens, ils en ont conscience, ils en ont très peur. Mais on va en créer tellement plus que la quantité d'emplois que ça va créer est positive. Donc, ça, c'est très bien. La grande problématique des emplois, c'est que les gens, ils peuvent avoir conscience de cet enjeu général de création d'emplois. Mais la question, c'est est-ce que ça va créer un emploi pour moi ? Et la problématique de l'industrialisation, c'est qu'on se rend compte parfois qu'on réindustrialise pas forcément là où c'était désindustrialisé. La France essaie de le faire avec la vallée de la batterie, justement, c'est assez intéressant. S'ils ont choisi le nord de la France, c'est pas un hasard. C'est aussi parce que il faut retourner là où on a enlevé les jobs. C'est aussi parce que là, il y a le savoir-faire, il y a l'imaginaire aussi un peu industriel, il y a la fierté industrielle, il y a toujours parfois des infrastructures qui sont toujours là. Mais il y a aussi un moment, il faut retourner là où on a détruit les emplois. Et ce qui est parfois compliqué, c'est d'aligner exactement là où les emplois sont détruits et là où ils seront créés. Les gens, ils sont mobiles, mais on peut pas juste dire, en fait, les emplois, là, ils vont être créés à 1000 km de chez vous, vous devez tout déménager. Donc, il y a aussi une problématique qui est très complexe pour le gouvernement et l'Union européenne, qui est de réussir à développer ces projets industriels à peu près partout, et notamment là où il y avait des bassins d'emploi industriels, pour deux raisons, qui est que c'est là où il y a la main-d'œuvre qui est en demande d'emploi. Et c'est vrai que là où il y a quand on regarde là où il y a le mécontentement climatique ou le mécontentement avec la transition écologique qui augmente, c'est vrai que c'est plutôt des territoires aussi un peu en déclin industriel, en déclin économique. Parce que les gens, ils ont d'autres préoccupations, ils sont peut-être dans le ressentiment aussi, parce qu'ils ont été abandonnés par la globalisation, par les partis politiques. C'est d'ailleurs là aussi, en plus, où on vote pour les partis populistes. Donc du coup, il faut aller chercher, faut aller créer les emplois là-bas. Et en plus, il y a une deuxième raison, j'avais lu un travail académique brillant de chercheurs britanniques qui avait conceptualisé l'idée d'imaginaire spatial. Et en fait, c'est l'idée de se dire que quand on vit dans un territoire, on a des imaginaires qui se développent en lien avec notre territoire. Ça veut dire, quand on vit dans une zone côtière, notre imaginaire du territoire, il se structure autour de la pêche, de la côte. Quand on vit en Lorraine, on a un imaginaire spatial qui est industriel. Parce qu'en fait, c'est ça qui a fait la fierté du territoire et c'est ça qui a fait l'identité du territoire. La problématique, c'est ce que racontaient les chercheurs britanniques, quand on arrive dans une zone côtière et qu'on dit la pêche telle qu'on l'a fait, il faut qu'on la change, et puis de toute façon, il y a beaucoup d'emplois industriels qui ont été détruits dans les zones côtières. En Europe, c'est assez dramatique d'ailleurs. Les zones côtières ont beaucoup souffert depuis 30-40 ans. On va vous mettre des éoliennes offshore. Donc c'est une super bonne idée parce que ça crée beaucoup d'emplois, ça crée de dynamisme économique. La problématique, c'est l'imaginaire spatial, qui est que c'est des gens qui ne s'identifient pas à des technologies un peu futuristes. Ouais. C'est des gens qui s'identifient à la pêche et à la côte. Donc, du coup, il y a aussi tout un travail à faire, pour le coup, là, de discours, de leur dire, ça va amener des bénéfices parce que ça amène quand même du dynamisme local. Ça va amener ça peut paraître bête aussi, mais ça va amener des personnes diplômées, qualifiées, des ingénieurs. Ça va dynamiser le territoire, donc ça va créer des emplois, donc ça va créer des restaurants, etc. Mais du coup, il faut aussi travailler sur cet imaginaire qui est en recomposition, parce que du coup, moi, je suis pas producteur d'éoliennes, en fait. Moi, je suis producteur de poissons, ou je suis dans une zone de pêcheurs. C'est un peu pareil avec la Lorraine ou le nord de la France. Ils ont un imaginaire industriel, il faut jouer sur ces imaginaires. Je pense qu'il y a tout un travail aussi là-dessus, quand on vend les co-bénéfices, de expliquer qu'en fait, on va peut-être changer les choses, mais ça va être pour le mieux. Ouais. Tu vois, je reviens sur Ungersheim, c'est ça ? Ungersheim. J'avais entendu parler d'une histoire un peu similaire où il y avait un village où on leur disait on va vous foutre une éolienne là, et tout le monde s'arc-boutait contre le projet, et puis à un moment il y avait une autre boîte qui arrivait en disant je vous propose d'être propriétaire d'une éolienne qui va vous remettre, et en fait tout le monde sautait sur l'occasion et voulait absolument installer l'éolienne à côté de chez lui. Donc là il y a ce projet Ungersheim qui devient un modèle à répliquer avec beaucoup de gens qui viennent pour se demander comment est-ce qu'ils peuvent faire chez eux. Pourquoi est-ce que ça prend pas ? Peut-être que ça me prend, tu vois, mais
Pourquoi est-ce que un gouvernement à l'échelle nationale se dit pas tiens, on a un joli modèle, ça a l'air de fonctionner, ça crée des emplois, les gens se disent que c'est probablement une bonne solution, on vient même nous regarder depuis l'étranger pour voir ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas plus qui se développent? Alors, c'est la question que j'ai posée du coup au maire de Hungersheim parce que je comprenais pas bien. Je me disais, mais en fait, comment moi j'en ai jamais entendu parler? Et toutes les personnalités à qui je parle, que ce soit des personnalités politiques ou des personnes qui travaillent sur l'environnement, n'en avaient pas entendu parler, par quelques-uns. Du coup, je me suis dit déjà, il y a quand même une problématique qui est qu'on n'entend pas parler des belles histoires. Parce qu'après, c'est des toutes petites histoires. Il faut s'imaginer qu'il y a 36 000 communes en France. Donc, effectivement, c'est une commune fabuleuse. Mais en fait, c'est vrai que faut percer le mur du son, quoi. Et lui, il n'a pas une équipe de communicants avec lui qui vont travailler sur comment on va aller chercher justement les élites politiques. Ils ont quand même des gens qui viennent du Pérou pour les voir, quoi. Et ça, c'est grâce au réseau des villes en transition qui, du coup, ils sont sur le site des villes en transition. Et du coup, il y a des gens qui sont dans d'autres parties du monde qui se disent « Oh, c'est intéressant ». Mais effectivement, la problématique quand même, c'est que je suis assez sidéré par la faible inventivité des pouvoirs publics à promouvoir des belles histoires. De se dire, en fait, peut-être que c'est pas réplicable à 100% quelque part, mais on fait pas effectivement l'effort de montrer au monde entier, enfin à la France entière, ces belles histoires de transition au niveau local. Bon, c'est aussi une problématique des médias d'ailleurs, soit dit en passant. Mais moi, je lui avais demandé ça, et il m'avait dit un truc qui m'avait un peu perturbé, qui était que dans sa communauté de communes, donc ils sont beaucoup de villages, et en plus il y a une petite ville à côté, il fait des rendez-vous, et maintenant ils ont tous compris que Hungersheim, c'est le village des écolos. Et en fait, il disait, en fait, les collègues, ils ont l'impression que c'est hors de portée. Parce que comme il a commencé, lui, la transition il y a 20 ans, 15 ans, c'est un processus de dingue. Hein. Et du coup, il dit, paradoxalement, quand on arrive à un point où notre territoire, il est neutre, il est quasiment neutre en carbone, il est indépendant énergétiquement, il a toutes ces belles choses qui se passent, et en fait, il dit, j'ai la sensation qu'il y a des collègues maires, ils ont tellement de problématiques à gérer, ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas de budget, ils ont 70 ans, ils se disent un peu, en fait, on n'arrivera jamais à devenir Hungersheim, et du coup, ils abandonnent. Ça peut paraître un peu fataliste, mais en fait, c'est aussi la problématique de promouvoir des belles histoires, c'est qu'à mon avis, il faut promouvoir des belles histoires qui montrent que c'est possible, que Hungersheim montre que c'est possible, bon, à l'échelle d'un petit village qui a des terres quand même, hein, donc c'est pas possible, pas forcément la même chose pour les grandes métropoles, ou même les petites villes, mais il faut aussi réussir à montrer des acteurs qui sont en transition. Ouais. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à... Je me suis rendu compte d'un truc, on a souvent tendance à critiquer les personnes en transition parce que ça montre... Enfin, les acteurs en transition parce qu'on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah regardez, vous faites ça encore, ça c'est pas bien, vous avez encore tel investissement dans le fossile, vous avez encore telle chose que vous faites mal, effectivement, et c'est bien de maintenir la pression. Mais en fait, il faut montrer qu'il y a des acteurs qui sont en transition parce que du coup, d'autres acteurs peuvent rejoindre la chaîne. Parce qu'on se dit, en fait, on peut transitionner. Hungersheim, c'est magnifique, c'est le end goal pour beaucoup de villages en France, mais il faut quand même l'énergie d'un maire qui, quasiment avec aucun budget, avec quasiment pas d'équipe municipale, parce que c'était un village de quelques centaines d'habitants, a réussi à activer un peu tout ce beau monde. Et donc ça, c'est aussi l'autre problématique, qui est qu'il a fallu un maire militant, arc-bouté, qui travaille tous les jours en retraite, hein, tous les jours pour sa commune. Et il y a d'autres maires, ils sont pas forcément au courant qu'on peut faire toutes ces choses-là, pas forcément au courant de comment on met en place un projet pour avoir des éoliennes ou des panneaux solaires, et qui ont d'autres problématiques dans leur village. Il faut qu'ils refassent la salle communale, il faut qu'ils refassent un parc à jeux pour les enfants, etc. Et qui du coup n'ont pas forcément comme priorité de faire cette transition. Et du coup, peut-être que c'est aussi la peur du changement. On se dit, oulala, Hungersheim, c'est trop. Et du coup, on va faire la politique des petits pas. L'incrémentalisme, c'est toujours plus simple que la révolution, entre guillemets. Et je pense qu'il va falloir justement montrer qu'il y a des histoires qui se passent un peu partout, des gens qui sont en train de se mettre en mouvement. Est-ce que ça, est-ce que c'est un des vrais problèmes de l'acceptabilité ou c'est un peu différent encore? C'est-à-dire de l'acceptabilité de cette transition écologique. Est-ce que le fait de se dire c'est trop dur, on n'y arrivera pas, je pense que c'est une problématique. Il y a eu un récent sondage qui a été réalisé par l'Institut sondage Elab pour Veolia et qui pose comme question est-ce que vous avez une vague idée d'à quoi ressemble le monde transformé? En fait, dans beaucoup de pays, c'est plutôt la majorité des gens qui n'arrivent pas à imaginer à quoi ça va ressembler. Et ça peut paraître, quand on entend ce genre de questions, les gens ils ont toujours l'impression que c'est un truc de communicant. On se dit, on n'arrive pas à s'imaginer, qu'est super les imaginaires. En fait, c'est quand même un problème. Si on n'est pas capable d'imaginer à quoi ça ressemble le monde dans 20-30 ans, un peu compliqué aussi de croire qu'il faut faire sa transformation. Parce que du coup, ça crée de la crainte. Du coup, on a peur, on se dit, ok, mais si je ne sais pas à quoi m'attendre, est-ce que ce qui m'attend, c'est forcément mieux que ce que j'ai actuellement? Or, pour l'instant, on vit des effets du changement climatique, mais on sent encore que c'est gérable. Alors, parce que là, on est encore qu'à 1,2-1,3 degrés. Et du coup, je pense que la problématique, c'est qu'il faut raconter un petit peu non seulement où est-ce qu'on va être à terme, et c'est ça que je raconte avec au bénéfice. À terme, on va être dans un monde, on va être en meilleure santé, on aura moins de cancer, on sera plus heureux, on aura moins de bruit, peut-être moins de stress, on aura l'indépendance énergétique, on aura des emplois créés,
des emplois qui ont plus de sens, on contribue à sa communauté. Voilà, je peux raconter tout ça. Mais quand je raconte tout ça, très bien, ça fait un peu la liste du Père Noël, on a l'impression que c'est un peu irréaliste. Et du coup, je pense qu'il faut aussi montrer ça va être quoi les étapes en 2030, 2040. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment quand il y a un petit peu un brouhaha ambiant dans la politique, parce que du coup, ça veut dire qui doit faire ce discours. Mais je pense qu'il faut que, de manière générale, les partis politiques un petit peu concernés, bon, je m'attends pas forcément à ce que le Rassemblement national se décide à faire ça, mais pourquoi pas, hein. C'est pas, peut-être qu'il, c'est jamais, on peut toujours espérer qu'il change la question écologique, mais du coup, il faut que les gens racontent le fait que progressivement, c'est possible d'imaginer le monde transformé. Le monde transformé, c'est peut-être dans 10-20 ans, c'est vrai, des énergies renouvelables de plus en plus autour de nous, des produits bio de plus en plus souvent. Donc, on a des études qui montrent qu'en 2030-2040, si on fait la transition, il va y avoir X% de cancer en moins, X% de dépendance énergétique en moins. Et donc, du coup, il y a des... C'est possible. Bon, après, parler de pourcentage à la population, c'est pas toujours la meilleure manière de vendre la sauce, mais il y a quand même des... On peut voir des paliers grâce à la science. On a des projections d'à quoi peut ressembler le monde transformé. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que... Pourquoi moi j'y crois? C'est parce qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps à me plonger dans les données. Bon, très bien, mais je pense que du coup, on peut aussi raconter ça de manière un peu plus universelle. Et quand même, quand on regarde les bénéfices de la transition écologique à 10, 20, 30, 40 ans, moi, ça me donne envie. Même si ça fait un peu peur par certains aspects, et je dis ça forcément, je suis chercheur, donc moi, je suis protégé de pas mal de problématiques d'emploi. Encore que, on voit d'ailleurs que quand il y a des problématiques de déficit, le gouvernement tape beaucoup dans la recherche parce que c'est un moyen rapide de gagner de l'argent. Mais disons, je suis plutôt protégé. Mais enfin, j'ai quand même de la famille, j'ai des problématiques autour de moi. Je vois bien qu'il y a des grosses problématiques industrielles, d'emploi, de pouvoir d'achat. Mais en fait, le pouvoir d'achat, il ne va pas nécessairement être impacté par la transition écologique. Au contraire, si on arrête d'acheter des trucs de très mauvaise qualité qui viennent du bout du monde, de dépenser une fortune en énergie fossile, qui en plus, soit dit en passant, contribue à augmenter la température, donc à nous faire acheter des clims parce que du coup on a chaud. Voilà, donc on est un peu dans un cercle vicieux. Je pense que on n'est pas voué à devenir de plus en plus pauvre avec la transition écologique. En fait, on est voué à être plus riche, à être plus confortable, parce que du coup la richesse n'est pas un objectif, mais plus confortable et plus heureux. Tu vois, ça c'est un discours, j'ai l'impression, qui arrive à faire son chemin petit à petit, où on commence à comprendre, je lisais que le terme sobriété était accepté par 85% de la population, alors que ce n'était pas du tout le cas quand il était sorti au tout démarrage. Bon, alors on l'associait beaucoup, et on l'associe beaucoup moins à l'écologie qu'à la sobriété, à la simplicité et à l'énergie d'ailleurs, parce que maintenant il est très utilisé dans ces mots-là, mais je veux dire, ça veut dire que les gens ont quand même commencé à comprendre ce truc de ok, il faut réduire et on gagne d'autres choses en réduisant. À la sobriété, moi je trouve que c'est une super histoire parce que, comme tu disais, c'est un terme dont on parle pas vraiment avant. Et d'ailleurs, c'est un terme dont on ne parle pas beaucoup dans les autres pays européens, ou dans le monde entier. D'ailleurs, souvent j'essaie parce que je travaille entre le français et l'anglais, c'est très compliqué de traduire le terme sobriété. Parce que tu regardes sobriety, ça veut dire sobriété en termes d'alcool. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc ils n'ont pas vraiment forcément les mêmes débats que nous. Mais nous, en France, on a réussi à conceptualiser, en vrai, à l'échelle politique, le terme sobriété. Et on a réussi à activer le changement dans la société en expliquant non seulement qu'il y avait une problématique d'indépendance nationale ou européenne, et en fait, ça marche quand même, hein, parce que ça fait un peu peur, hein, la Russie à la porte de l'Europe, Vladimir Poutine qui risque de nous couper le gaz du jour au lendemain et on n'aura plus de chauffage. Donc, en réalité, on a compris, je pense, que c'était un acte quasiment, presque envie de dire patriotique, hein, mais c'est un acte de défense de notre pays ou de notre culture, de baisser la consommation énergétique, et surtout, on va gagner de l'argent. Il y a eu un sondage, pareil, à nouveau, je parle beaucoup de sondages, hein, alors que je le critique au début, mais un sondage réalisé par RTE sur la sobriété, justement, et c'est assez fou, le nombre de gens qui sont emballés parce qu'en fait ils disent mais en fait je gagne de l'argent et en fait passer de 21 à 19 degrés c'est pas un problème. Et donc à mon avis ce qui est rassurant avec la sobriété c'est qu'on a réussi à changer les comportements extrêmement rapidement, mais parce que la sobriété entre guillemets le bénéfice il est direct. Si je consomme moins d'énergie je gagne de l'argent, c'est direct. Le problème c'est que la transition écologique c'est pas toujours aussi direct. La transition écologique c'est aussi énormément de politiques qui à court terme peuvent m'embêter. À court terme si on met une zone à faible émission, une taxe carbone, forcément, ça va être un peu compliqué de s'adapter. Si on met des éoliennes, ça nous paraît simple, c'est vrai qu'on a notre paysage qu'on aime depuis toujours. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué de s'adapter. La sobriété, c'est plus simple, mais ça montre au moins qu'on peut activer le changement. Ce qui manque juste à faire sur la sobriété, à mon avis, mais c'est justement ce que tu disais au début, juste avant la question, c'est de lier ça mieux à la question écologique. Parce que du coup, ce que je dis parfois, c'est qu'il faut aussi montrer, certes aux gens, ce qu'ils ne font pas parce qu'il faut qu'ils changent, mais aussi montrer qu'ils sont déjà dedans. Et la grosse problématique de la transition écologique, c'est qu'on a la sensation que l'écologie, c'est pas moi. En fait, ce qui dit transition écologique dit que c'est contre ce que je fais et contre ce que je suis. Or, quand on commence à toucher à les questions identitaires, les comportements politiques qui sont très impactés par la façon dont on se perçoit. Donc, si on se dit, ok, mais l'écologie, c'est pas moi, et c'est ce que beaucoup de gens me disent hein, sur le terrain, parfois ils me disent, mais moi, je suis pas écolo, moi, l'écologie, c'est pas mon truc.
Et du coup, j'ai envie de leur dire, mais non, en fait, effectivement, il va falloir changer des choses. En fait, vous êtes déjà en train de faire des trucs. Ouais. Quand vous baissez la température de chauffage, vous êtes un écolo, entre guillemets. Et donc, en fait, l'écologie, c'est aussi vous. C'est pas contre vous. Par contre, il faut faire plus. Et ça, je pense que c'est encore peut-être le gap, le truc à passer avec la sobriété. Ouais. On n'a pas encore trop réussi. Mais je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus. Hein. Mais je pense qu'il faut un peu enthousiasmer les gens, quoi. Mais tu vois, donc on se disait effectivement, c'est de plus en plus accepté. D'un autre côté, c'est plutôt les courts termes qui ont l'air d'être les plus faciles à accepter parce que ce qui est plus long terme et ce qui sont la plupart des co-bénéfices de la transition écologique qui sont un peu plus long terme, c'est plus difficile. En ce moment, on observe un gros backlash écologique. Qu'est-ce que c'est? En gros, ça veut dire que on a un ralentissement des politiques européennes, on a le Green Deal qui est détricoté, et ça c'est au niveau international, mais au niveau national, on a plein de politiques qui sont mis en arrêt. On a des décrets qui sont passés, on a des associations qui sont dissoutes, on a au niveau des chaînes de télévision nationales, on a des émissions qui s'arrêtent. Je pense à la chaîne digitale Nowo de France Télévisions qui est coupée. Il y a sur Radio France, il y a des émissions entières qui sont coupées, notamment La Terre au carré, qui était l'émission principale sur l'écologie. Il y en a d'autres. Et sur France Bleu, il y a Vert de Rage qui a été arrêté sur France 5. Sur France Bleu, il y a un autre truc qui va être arrêté la semaine prochaine. Voilà, donc il y a quand même un nombre assez incroyable de thématiques écologiques qui sont passées sous silence, qui sont mises au tabou. Il y a un arrêt de volonté politique sur les 10 milliards d'économies qui sont cherchées par le gouvernement en ce moment. On a demandé plus d'1,7 milliard, en plus des 2 milliards qu'il avait demandé au début d'année. On a demandé 1,7 milliard au ministère de l'écologie. Comment est-ce qu'on explique ce backlash alors qu'on est en train de vendre des co-bénéfices pour la société en entier? C'est un sujet qui m'angoisse beaucoup. J'ai écrit justement une note à ce sujet-là il y a quelques semaines, publiée avec la Fondation Jaurès sur le backlash écologique. Et en fait, ce que j'explique et je pense qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le backlash écologique, il est piloté par en haut. Backlash, ça veut dire retour de bâton en gros. Voilà, donc en gros, cette marche en arrière qu'on a sur la transition écologique, elle est pilotée par en haut davantage quelle est la conséquence de changement dans l'attitude des citoyens. Quand on regarde les études d'opinion, quand moi, je parle avec les gens, il n'y a pas de chute brute de l'acceptabilité de la transition écologique. On n'a pas d'un coup une partie significative des Français ou des Européens qui se disent « Ouh là là, en fait, on allait beaucoup trop vite, ça va pas du tout. Et du coup, il faut qu'on arrête. » Donc ça, il faut bien avoir en tête que c'est pas l'impératif démocratique qui est en train de driver ce backlash qu'on voit à Bruxelles et en France. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ça repose sur deux choses principales. Donc déjà, c'est un backlash qui est piloté par là-haut, donc par les partis politiques ou certaines institutions, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des partis qui instrumentalisent la question, complètement. C'est des partis de droite radicale, donc populistes ou d'extrême droite, et de droite conservatrice, ce qui est un peu un changement, parce qu'en Europe, il y avait une sorte de consensus mou sur la transition écologique, où en fait, tout le monde avait compris que c'était un sujet, chacun avait des réponses plus ou moins radicales, entre guillemets, plus ou moins ambitieuses, on le qualifiera comme on veut. Mais là, la droite conservatrice est en train d'un peu changer de fusil d'épaule, alors que pourtant, c'est elle à la base qui a apporté le Green Deal, parce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, est de droite, voilà, donc du Parti populaire européen. Et en fait, récemment, ça s'est passé autour, pour être technique, autour de la loi de restauration de la nature. En gros, il y a une loi pour protéger la nature, et on devrait se dire, normalement, c'est plutôt une loi sur laquelle les conservateurs sont d'accord, parce que historiquement, c'est un jeu qui est porté par les conservateurs de protéger la nature. Et là, il y a eu un moment, il y a eu un blocage politique qui s'est créé, et la droite a dit, on ne votera pas. On ne veut pas, on a fait un sujet politique de base, on ne votera pas cette texte, en partie sous la pression des lobbies agricoles. Mais c'est qu'aussi, ces partis de droite... C'est ça. Et il y a des partis de droite et de droite conservatrice et radicale qui se sont dit, mais en fait, on a peut-être tout intérêt aussi à cliver sur ces questions-là. Parce que comme la compétition politique devient de plus en plus intense, on n'a pas forcément intérêt à donner des billes à ceux qui défendent la transition écologique, parce qu'en vrai, c'est pas certain que ce soit eux qui en tirent les bénéfices. Et surtout, on voit que la droite est mise en difficulté dans beaucoup de pays. En Allemagne, elle est mise en difficulté par l'extrême droite. En France, la droite traditionnelle, on va dire la droite du coup des Républicains, elle est quasi inexistante. Et ils se disent, ok, on est menacé par qui? On est menacé par l'extrême droite. Or, l'extrême droite, pour des raisons évidentes de populisme, essaie de cliver cette question, polarisant la société en disant, mais en fait, c'est contre vous la transition écologique, il faut lutter. L'AfD, donc le parti extrême droite allemand, met des affiches diesel sur sa campagne européenne en disant, on est pour le diesel, il faut arrêter d'embêter les Français et tout. Et là, on a vu avec les campagnes européennes, la droite et l'extrême droite qui s'énervent contre la fin des véhicules thermiques. Donc on voit ce mouvement, l'extrême droite qui essaie de cliver ces questions-là, et la droite qui se dit, oulala, on se fait dépasser par l'extrême droite, essayons de rejoindre le mouvement pour
cliver cette question-là et essayer d'emporter la part du gâteau. La problématique avec ça, c'est qu'on peut se dire, ok, mais en quoi c'est intelligent si jamais, je vous expliquais juste avant, que la société n'est pas significativement en train de se poser à la transition écologique. Bon, déjà, on est en train d'observer un clivage politique au sein de la société. Donc, les personnes de gauche deviennent de plus en plus écolos, les personnes de droite deviennent un petit peu moins écolos. Donc, déjà aussi, ça répond à une partie de l'électorat. Mais c'est qu'aussi la grosse difficulté de la transition écologique, c'est que même s'il y a des co-bénéfices, même si dans l'absolu, les gens sont plutôt favorables à agir, ils n'en font pas leur sujet numéro 1 de priorité. C'est qu'on ne vote pas sur ça. Et du coup, la pari de la droite et l'extrême droite, c'est de se dire, ok, en vrai, les gens, ils sont plutôt favorables à l'action, mais comme c'est pas fondamental, si on clive sur cette question et qu'on leur dit, mais en fait, c'est contre vous, on va pouvoir les embarquer avec nous. En fait, ce qui fait un peu peur avec cette situation, c'est un peu ce qu'ont fait les républicains aux États-Unis, il y a bien avant nous, hein, mais c'est de dire, on va cliver sur l'écologie et on va embarquer les gens dans une position anti-écologique. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, la population, elle n'est pas anti-écologique. Le risque, si on ne prend pas garde, c'est que la droite et l'extrême droite va embarquer une partie de la population dans un discours qui va dire, en fait, peut-être qu'on est contre la transition écologique en mentant, en reprenant le discours des lobbies. Mais ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Et en fait, ce qui me fait le deuxième problème, je disais que c'était le premier, c'est l'instrumentalisation. Le deuxième, c'est les partis centristes, centre-gauche, même parfois de gauche, qui, eux, surestiment le mécontentement de la population. Et ils se disent, oulala, si la droite et l'extrême droite polarisent, si tout le monde nous dit il y a un backlash dans la population, peut-être qu'en fait, il y a vraiment du mécontentement. Ouais. Et du coup, je suis assez sidéré de voir des partis centristes en France, en Allemagne, plutôt de gauche, au Royaume-Uni, par exemple, avec le Labour, ou même, j'écoutais récemment les Verts français, qui disaient oulala, il faut qu'on modère notre ambition. Marie Toussaint qui disait lors d'un débat c'est pas vous le problème c'est les lobbies, c'est pas les citoyens. Le Labour britannique qui a baissé complètement ses projets d'investissement dans la transition écologique en cas de victoire, ils vont gagner. Donc en cas de victoire, ils vont baisser leurs investissements. Et je pense que là, c'est l'erreur fondamentale de ces partis, qui est déjà de méconnaître leur électorat, qui en fait est en demande d'action, et de mal comprendre aussi ce qui se passe dans la société française. Je pense que c'est pas en baissant l'ambition, en fait en baissant nos ambitions respectives, on donne raison au backlash. Donc en fait, c'est un peu la prophétie autorisatrice certains partis pilotent le backlash et on suit le backlash qu'on provoque nous-mêmes parce qu'en fait on prend peur. Donc je pense que là il faut que les partis plutôt entre guillemets qui ont une sensibilité écologique du centre à la gauche en gros et même du centre droit à la gauche qui peuvent être sensibles à ces questions-là ne tombent pas Horizon voilà exactement de Horizon jusqu'à LFI en gros en France ne cèdent pas aux sirènes conservatrices et d'extrême droite parce qu'en fait les gens sont en demande, ils sont juste simplement en demande d'une chose, d'une transition écologique qui est bénéfique. Et qui est juste. Voilà, qui est juste et bénéfique. Donc si jamais effectivement on laisse la petite musique de la transition injuste se développer, bah là il va falloir effectivement peut-être freiner la transition, freiner les cas de fer parce qu'on va donner des billes à l'extrême droite. Mais si jamais on structure un discours de transition juste en montrant que la transition écologique peut préserver les emplois, créer des nouveaux emplois, ne pas coûter plus cher aux gens si on met en place des mécanismes de compensation, créer tous les bénéfices que je disais avant, bah les gens, moi j'envisage que les gens ils aient plutôt envie de suivre ce discours-là. Il faut juste que ce soit un discours crédible. Parce que le discours de tout ça c'est contre vous, c'est rassurant, mais certaines personnes, certains on est dans le déni, peut-être on n'ose pas penser à ce qui nous arrive, mais quand même on a conscience un petit peu de ce qui est en train de se passer. Donc je suis pas convaincu que ce discours il est insurmontable. C'est juste qu'il va falloir travailler un petit peu dessus. Et en fait c'est la même chose pour les médias. Quand on voit à France Inter ce qui se passe ou à France Télévisions, je pense que pareil, la direction de ces médias-là, j'avais parlé justement, c'est un journaliste, qui disait en fait la direction elle a peur qu'on soit en train de devenir trop anxiogène. Qui dirait en gros, vous stressez la population, les citoyens ils en ont marre des trucs anxiogènes, c'est pas ça qu'ils veulent qu'on les rassure et qu'on ne parle pas trop de ces sujets qui stressent. En plus, déjà ça se base sur quoi dans la mesure où les audiences de ces programmes-là sont extrêmement élevées. Donc en plus c'est pas comme si ces audiences s'effondraient et qu'on se disait attendez, là vos audiences s'effondrent. Donc en plus ça se base pas sur un fait, numéro 1, et numéro 2, je pense que eux ils font partie. Les dirigeants de ces radios, je suis pas convaincu qu'ils instrumentalisent. Moi, il y a certains qui m'ont dit ouais, c'est parce qu'ils sont tous de droite. Non, je pense pas. Je pense que c'est sincèrement qu'ils sont en train un peu de prendre peur en disant oulala, on n'a pas envie de donner l'impression qu'on est de gauche. On n'a pas donné l'impression qu'en fait on est trop écolo et qu'on stresse les gens. Et du coup, on va faire marche arrière. Je pense que c'est très dangereux. Ouais, parce qu'en fait, si les autres enlèvent et que nous gardent, on va avoir trop par rapport aux autres. Voilà. Et du coup, en fait, ils ont peur que ça les marque. Ils ont peur que du coup, les CNews, les Europe 1, etc. vont dire vous avez vu comme sur le service public on fait que parler d'écologie, on angoisse les gens, c'est un sujet marxiste ou je sais pas quoi. Je pense que ça paraît bête ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est la Radio France et France Télévisions, ils ont l'impression que l'écologie c'est un sujet militant. Alors en fait l'écologie c'est juste notre survie à nous tous. Donc en fait il y a des manières d'en parler d'écologie. Effectivement, il faut ouvrir la pluralité, il faut que ces émissions elles soient plurielles et qu'on écoute différents points de vue, mais on peut pas. C'est-à-dire que là on est en train de subir. En fait c'est là le pouvoir de l'extrême droite. Le pouvoir de l'extrême droite qui est absolument le pouvoir de l'extrême droite qui est absolument immense, c'est non seulement
s'ils arrivent au pouvoir, ils pourront mettre en place des mesures climaticides ou alors sur d'autres sujets absolument condamnables. Mais surtout, ils ont une capacité de mise à l'agenda des sujets qui est absolument fascinante. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en train de nous crisper sur un sujet qui n'est pas si crispant à la base. Ouais. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, tout en n'étant pas... C'est pas le royaume des bisounours. Hein. C'est-à-dire que je sais très bien que la transition écologique, elle crée des craintes qui sont légitimes. C'est pas des craintes illégitimes. C'est pas les gens n'ont pas compris, on va mieux leur expliquer. C'est que ce que je disais avant sur les bénéfices à co-construire, co-construire d'ailleurs, je dis en partie, mais construire avec des citoyens, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pense pas que les citoyens n'ont pas compris, et en fait, il faut juste leur réexpliquer une 10e fois, mais qu'en fait, la transition écologique, c'est super. Non, je pense qu'il y a des craintes légitimes, mais du coup, construire juste des projets. Je prendrais juste 2 exemples, si tu veux bien, de travaux académiques. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une étude qui a été menée en Espagne, justement, sur un plan de transition juste par des chercheurs brillants qui est publié dans la plus grande revue de sciences politiques américaine, et qui montre qu'un plan de transition juste, de fin du charbon, donc de destruction de milliers d'emplois en lien avec le charbon, a été accepté non seulement par les mineurs et la population, et dans les territoires où ça a été fait, a d'ailleurs mené une hausse du vote pour les sociodémocrates qui étaient au pouvoir. Pourquoi ? Parce que le projet de transition juste s'est fait avec des investissements, donc il y a la compensation pour les gens qui perdent leurs emplois, des projets de transformation de l'emploi, donc en gros des formations pour que les gens aient pu retrouver un emploi, ou alors des départs à la retraite anticipés pour ceux qui devaient partir à la retraite, et un travail de co-construction de ce plan de transition juste avec les syndicats, avec les communautés locales. Donc du coup, ça montre, cet exemple-là, de manière scientifique, que c'est possible de faire des plans de transition justes qui sont acceptés par la population, y compris ceux qui en payent un coût direct en termes d'emploi et en termes aussi d'identité, parce que on est mineur. Et en plus, ça tire des bénéfices pour le social-démocrate. Et un deuxième exemple, dans la ville de Milan, que je prends d'ailleurs, c'est un exemple que je prends dans la note pour la Fondation de Jaurès, qui est dans la ville de Milan, ils avaient mis en place une sorte de zone à faible émission. En gros, les véhicules polluants payaient. Et cette étude, pareil, absolument fascinante et surtout très rigoureuse, donc c'est pas... on n'est pas de l'ordre de l'opinion, on est de l'ordre de la science, qui montre que les citoyens qui ont été impactés par cette mesure, de taxes sur les véhicules polluants, se sont tournés majoritairement vers l'extrême droite. Bon, c'est un peu angoissant. Donc ça prouve qu'il y a des raisons d'être angoissé quand on est centriste ou de gauche ou centre droit. Par contre, il y a la même chose à Paris avec la question sur les SUV qui s'est posée. Exactement. En fait, que ce soit à Paris, à Londres, à Milan, dans toutes ces villes, on voit que ces sujets-là, ils clivent, hein, que ça crée des craintes et que les personnes impactées vont se tourner vers d'autres partis, et souvent des partis plutôt radicaux. Sauf que ce que cette étude montre, c'est pour ça que l'espoir est permis, c'est que les villes et villages en périphérie de Milan qui ont mis en place des mécanismes de compensation proactivement, ces gens-là, dans ces villages et ces villes-là, les gens ne se sont pas tournés vers l'extrême droite. Et au contraire, ils ont plutôt renforcé la base des partis politiques au pouvoir. Donc ça montre que si on met en place des mécanismes de compensation, on ne va pas avoir un tournant vers l'extrême droite. En fait, on va annihiler le pouvoir de l'extrême droite, que ce soit pour l'emploi comme en Espagne, ou que ce soit pour la mobilité à Milan. En fait, ces études académiques aussi, elles sont assez rassurantes parce que c'est vraiment des travaux scientifiques qui démontrent que c'est possible, si on fait les choses bien, de ne pas avoir de backlash en fait, dans la population. Il faut arrêter de sombrer, en gros, en écoutant l'extrême droite qui nous promet la catastrophe. D'où l'intérêt. Donc en fait, si on parle de solutions concrètes à ce qu'on est en train d'évoquer là sur le backlash, globalement, c'est la co-construction. Et puis, à chaque fois qu'on identifie un projet de réduction, que ce soit une zone de faible émission, que ce soit la transformation d'une zone industrielle sur un autre secteur d'activité, d'évoquer les externalités négatives et de proposer à chaque fois ou alors un plan d'investissement ou alors un plan de recasement, ou je ne sais pas comment on dirait, sur ces sujets. Il faut à chaque fois, je pense que c'est en train... Les gens, ils l'ont en tête, l'Union européenne l'a en tête, d'ailleurs, parce que dans son grand plan depuis 2019, il y avait toujours l'argument de « leave no one behind ». Nous laissons personne sur le côté de la route, on ne va pas abandonner les gens, on va faire de la transition juste. Donc ça, c'était très ambitieux, c'est-à-dire qu'ils l'avaient en tête, et ça fonctionne, parce que c'est ce que je disais, ça fonctionne. Donc il faut ne pas lâcher, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'on veut mettre en place une mesure de transition écologique, il faut qu'on ait en place les mécanismes pour absorber les coûts auprès de la population. Et typiquement, le cas des zones à faible émission est intéressant parce que ça a été abandonné aussi. Déjà parce que c'est une mesure qui est quand même compliquée, hein, parce qu'elle se base sur la qualité de l'air, mais elle est perçue par les gens comme étant une problématique écologique. Donc la qualité de l'air et l'écologie, mais du coup une problématique plus globale. Du coup, il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi leur petite voiture de 2 fois moins lourde qu'un SUV, en fait, elle passait pas dans la métropole de Strasbourg, alors que le SUV hyper émetteur de gaz à effet de serre, mais pas trop de particules fines, lui, il était accepté. Du coup, soit dit en passant, c'était une mauvaise structuration de la politique publique, parce que du coup, on ne comprenait pas très bien ce qu'elle faisait. Mais du coup, il n'y a pas vraiment eu c'était pas suffisamment bien accompagné. Or, si on met en place une zone à faible émission, très bien, il faut mettre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est pas non seulement il faut arrêter de couper les budgets du ministère de la Transition écologique, mais il faut faire exploser les budgets. C'est-à-dire que enlever 1 milliard pour ma prime rénov', il faudrait faire 10 fois plus en termes de rajouter de l'argent pour ma prime rénov'. Donc du coup,
il faut toujours avoir en tête comment est-ce qu'on va absorber le coût des politiques publiques, comment on va mettre en place des politiques publiques qui vont être perçues comme étant justes, parce que typiquement les ZFE, c'était pas juste dans la mesure où, en fait, je prends un exemple typiquement de gens que j'ai rencontrés. Je suis un petit papy de 80 ans, je vais dans le centre-ville de temps en temps pour aller chez le médecin ou faire des courses. J'ai une voiture qui est critère 4, du coup, je peux pas rentrer. Par contre, celui qui a son 4BM, en gros, il peut rentrer. Ouais. Je provoque, mais en fait, c'est quand même un problème en termes de justice, parce qu'on comprend pas très bien ce qui se passe. Donc, il faut pouvoir absorber les coûts, tout en ayant des politiques qui fonctionnent. L'État de British Columbia au Canada a mis en place une nouvelle taxe carbone. Donc, ils ont étendu la taxe carbone. Ils étaient déjà assez pionniers. Ils ont étendu la taxe carbone. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un mécanisme où 100% de la hausse de cette taxe revient dans le système. Et ce qui veut dire qu'à l'échelle de toute la taxe, donc en incluant ce qui était déjà en termes de... Il y avait déjà une taxe carbone avant. Donc, si on prend toute la taxe, 80%, 90% de l'argent qui est récolté avec la taxe est remis dans le système via des aides aux individus, donc via des chèques qu'on envoie encore aux gens. Et on peut se dire, du coup, ça ne sert à rien. Mais si, parce qu'en fait, ça veut dire que moi, j'habite en British Columbia dans un village. Si j'ai envie de continuer d'utiliser ma voiture, je peux. Ouais. Je perds rien, je gagne rien. Par contre, si je baisse, je reçois quand même le chèque. Donc, je gagne. Et donc, ils ont évalué qu'au moins 80% de la population de British Columbia allait être bénéficiaire de cette mesure. Avec, effectivement, certaines personnes qui risquent de souffrir un petit peu, mais 80%, c'est quand même énorme. Ouais. Et donc, ça veut dire, et notamment les déciles les plus bas de la population. Donc, ça veut dire qu'on peut être intelligent, ne pas faire la taxe carbone comme avec les gilets jaunes, où juste on augmente et on fait « Ah mince, les gens sont pas contents », mettre en place des systèmes, on remet dans le système. Ça demande de l'argent, mais c'est pour ça que les co-bénéfices sont hyper intéressants et que c'est bien de dire co-bénéfice et pas juste bénéfice, parce qu'en fait, certes, ça demande de l'argent, carrément, ça demande de l'argent de compenser pour le changement de véhicule, on le sait, mais ma prime rénov, typiquement, si je prends la rénovation, c'est pas juste une dépense. C'est une dépense qui, du coup, va faire économiser des consommations d'énergie, qui va améliorer la santé des gens, parce que, du coup, quand on est dans un logement qui est bien isolé, on est quand même en meilleure santé. On va avoir moins chaud en hiver, en été, moins froid en hiver. On va baisser nos dépenses, on va être plus indépendant de la Russie ou de l'Arabie Saoudite. Et je pense que ça, c'est compliqué dans la politique, c'est de penser le long terme. Mais en fait, ma prime rénov, ce n'est pas un coût, c'est pas 1 milliard qu'on enlève d'un budget. La prime rénov, certes, c'est 4 milliards, mais certes, c'est des milliards qui sont investis. En fait, c'est une politique sociale, en fait, la prime rénov. Parce que les co-bénéfices sont énormes. Politique sociale et sanitaire. Et ça, il faut l'expliquer. Aujourd'hui, quand on prend un gros projet comme ma prime rénov, on compte pas ces co-bénéfices. Le fait que en fait, ça nous fera importer moins d'énergie par la suite. Alors, je pense qu'il y a les gens du ministère ou de l'ADEME, j'imagine, bien comptabiliser les bénéfices. Hein. On est assez bon en économie maintenant pour comptabiliser les bénéfices des politiques. La difficulté, c'est toujours pareil quand on a un gouvernement et qu'on est mis sous pression par Moody's, Standard & Poor's, donc les agences de notation, c'est qu'il faut trouver 10 milliards en un an, alors que les bénéfices de ma prime rénov, ils se passent sur 10, 20, 30 ans. Ouais. Ça, faut pas se mentir aussi. Mais à nous d'être intelligents. Enfin, on est la France, j'ai pas envie de dire on est quand même la France, on est capable d'avoir des cerveaux qui réfléchissent à comment on met en place des politiques qui étalent les coûts et les bénéfices. Je prends typiquement la rénovation énergétique, c'est très intéressant parce que dans le cas du système des business, en gros, donc pas les citoyens qui veulent rénover, mais des grandes entreprises, par exemple, qui veulent rénover leurs locaux ou leurs locaux industriels, par exemple, leurs hangars, etc. Ce qu'on peut faire dans donc, le B2B, donc entre entreprises, c'est ok, on sait que si on rénove, vous allez gagner de l'argent sur 30 ans. Parce qu'une fois que vous avez rénové, la chute, ça peut diviser par 4 vos factures. Donc c'est à peu près cette échelle, parfois par 4, voire par 10. Hein. Je parle à quelqu'un qui avait un hangar, il a un immense hangar, un truc immense. Il a isolé, parce qu'il consommait beaucoup d'énergie parce qu'il produisait à l'intérieur. Et le collègue qui a un hangar à peu près similaire, il n'a pas isolé, et ils ont une facture qui va de 1 à 10, hein, là, okay, avec l'explosion des coûts. Donc c'est absolument colossal. Mais ce qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise, typiquement, c'est de se dire, ok, on sait que vous allez économiser X centaines de milliers d'euros sur 10 ans. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capter une partie de ces bénéfices. En gros, vous allez, sur votre facture énergétique, rajouter un petit peu que ce que vous devriez vraiment payer. Et du coup, ça peut faire baisser votre coût maintenant. Donc en fait, c'est pour dire que là, c'est dans le monde entreprise. Mais du coup, on pourrait imaginer dans le monde public avec les individus de se dire, ok, ça coûte beaucoup d'argent à l'État maintenant. Mais du coup, l'État, c'est pas j'investis pour les gens maintenant. Et après, les gens, ils vont garder les bénéfices. C'est peut se dire, ok, mais en fait, on va peut-être capter une partie de l'argent qui va arriver chaque année. Via, ok, les gens, au lieu de payer 3 fois moins, vont peut-être payer 2 fois moins, mais du coup, ça coûte beaucoup moins cher pour les gens maintenant, et ça demande aussi un peu moins d'investissement pour l'État, parce que l'État, il va récupérer de l'argent. Donc, je sais pas, je me dis juste, c'est pas la réponse parfaite, mais je pense que si, il faut faire un peu preuve d'ingénierie des politiques publiques, et de se dire, ok, c'est peut-être, ça coûte cher maintenant, ça rapporte des bénéfices sur 30 ans, mettons en place des systèmes pour absorber déjà dès maintenant une partie des bénéfices et étaler les coûts. Après ta recherche, t'aimerais bien faire de la création de politiques publiques comme ça ? Mais pourquoi pas ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la recherche, c'est qu'elle force en fait à
à se poser des questions de manière rigoureuse. Donc en fait, la recherche, on n'a pas peur des problèmes complexes, parce que sinon, s'il y avait des problèmes simples, on ne ferait pas de recherche. Donc le concept, c'est que les problèmes sont complexes. L'acceptabilité, je sais que c'est pas juste parce que c'est cher. Je sais que c'est pas juste parce que c'est pas pris en construction. Je sais qu'il y a 20 dimensions et qu'il y a tout ça qui joue ensemble, qu'il y a des mécanismes qui interagissent ensemble, que tel aspect influence tel aspect qui influence tel autre aspect en retour, que ça se passe dans la tête des individus, que ça se passe au niveau de la structure politique, de la pression des lobbies. Donc je sais qu'il y a tout ça en même temps, mais ça qui est intéressant, c'est que c'est des problèmes complexes. Et ce qui est intéressant du côté de la fabrique des politiques publiques, c'est que souvent on a un peu l'impression qu'il faut que ce soit simple. Il faut qu'on mette une taxe, il faut qu'on fasse une ZFE. Et en fait, je pense que la recherche, ce qu'elle m'a appris, c'est que pas problème complexe, solution potentiellement complexe, au niveau de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'après, il faut que ce soit simple pour les individus et pour les entreprises. C'est compliqué, les gens font pas. Si ma prime rénov, il faut faire 3000 factures, il faut jamais être remboursé. Moi, j'ai entendu des gens qui disent ça fait 1 an et demi que j'ai fait les travaux, je n'ai toujours pas été remboursé. C'est pas possible. Mais il faut que ce soit simple pour les citoyens, formateurs, et potentiellement complexe dans l'ingénierie pour la politique publique. Et du coup, ça pourrait m'intéresser effectivement de mettre en place, de traduire tout ce que j'apprends dans ma recherche en politique publique, à mon avis actionnable. Je ne sais pas si je vais faire la différence, mais en tout cas, ça m'intéresserait. Quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a complètement oublié d'évoquer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a vraiment oublié d'évoquer ? Je crois pas. Ah, si, peut-être qu'on a fait bien le tour. On a quand même bien fait le tour. Hein. Là, déjà, les gens, ils vont commencer à se dire on fait que parler, nous. Hein. Ça fait 1 heure. Mais écoute, merci beaucoup pour ton invitation. C'était super intéressant. Très, 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 très cool de parler de ces sujets-là. On vous les mettra du coup avec l'épisode avec Amélie Delhoffre et celui avec Mélusine Boonfeller dans une petite playlist séparée qu'on appellera psychologique de la transition ou frein de la transition ou on trouvera un mot qui me permet de mettre ces 3 épisodes qui sont plutôt autour de l'acceptabilité et plutôt le côté un peu social de cette transition écologique. Donc je serais assez content de pouvoir les proposer les 3 ensemble. N'hésitez pas à les écouter comme une mini-série parce que je pense qu'ils vont bien, ils se complètent bien. Merci beaucoup Théo d'être passé. Avec plaisir, merci de l'invitation. Et puis quant à moi, je vous retrouve d'ici 10 jours. Et en attendant, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré au bout d'1 heure. Il y en a quand même pas beaucoup des épisodes qui font cette taille-là. Donc merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, des étoiles sur toutes les plateformes possibles, imaginables. Parlez-en à vos copains, c'est le plus simple pour nous aider. Nous, on a besoin d'une vraie communauté pour pouvoir continuer à faire progresser le podcast. Donc n'hésitez pas à nous aider. Et puis je vous retrouve d'ici une dizaine de jours. À très bientôt. Salut. Salut.